Et c'est parti. Eh bien, bienvenue sur le podcast. Nouvel épisode, Sois sage et parle fort. Ça commence à faire pas mal d'épisodes, mais il semblerait que de plus en plus, il y ait de nouvelles personnes qui entrent dans ma vie et qui soient des pépites que je veux faire venir sur ce podcast. Donc, pour vous donner un peu de contexte, la personne que je reçois aujourd'hui s'appelle Morgane. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes donc chez moi, dans le 20e arrondissement. Nous avons toutes les deux un petit verre de chardonnay. Petit. Et Morgane, je l'ai rencontrée cet été, lorsque je suis allée pour la première fois à Meizo, un centre de bain de flottaison à Paris que je recommande chaudement. Si vous souhaitez débrancher votre mental pendant 1 heure à flotter dans de l'eau, mais elle aura l'occasion de nous expliquer un petit peu le concept si elle le souhaite. Outre le fait que voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, il y a eu tout de suite une connexion assez intéressante entre nous, parce que un parcours similaire sur le plan professionnel et le plan psychologique, spirituel, slash relation amoureuse, slash tout ça. Donc bienvenue Morgane. Merci. Je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie actuellement. Ok. Et ce que tu faisais il y a encore quelques années. D'accord. Ça fait beaucoup de questions. Ça Aline. fait beaucoup de questions. Vas-y, Non mais courage. c'est bien, c'est un bon exercice. Qui je suis alors du coup, donc moi c'est Morgane. Je suis cartomancienne. Je tire les cartes pour aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur désir et à leur confiance en elles. Je fais aussi des soins énergétiques pour permettre justement d'apporter un bien-être holistique sur tous les corps subtils, notamment le corps énergétique, qui est très important. Je suis aussi capable de lire les annales akashiques, donc ça on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, pour nettoyer tout ce qui est karmique et vie antérieure. Je suis aussi astrologue certifiée, donc là je suis capable de lire des thèmes astrales depuis peu. On dit pas des thèmes astro? Thème astro. Je sais pas. Alors là... Bonne question. Si quelqu'un Si, est on peut dire thème spécialiste astro, du terme, je pense. venez nous envoyer un message. Alors là, je vais vous prendre l'interrogation. Bon, en tout cas, je suis capable de lire ton Ok. thème astral ce soir, si tu veux. Ah grave. De ouf. Voilà, j'adore tout ce qui est langage astrologique et tout ce qui est relié aux mythes et aux archétypes fondateurs qui permettent en fait de rentrer dans la psyché et de conscientiser. Alors là, tu risques d'avoir perdu plein de gens Oui, en l'espace de 40 secondes. je vais faire beaucoup Là, plus là, court. t'as les gens, ils ont entendu Anna, la Akashique Oh Viantaire. là Ils là, ont fait, mais allez, vas-y. qu'est-ce Oh, qu'elle raconte? C'est bon, Marie, elle part dans les trucs de secte, là. Non, mais pas du tout. En vrai, ce sont des outils qui sont très adaptables dans la vie matérielle de tous les jours et on le verra après. J'approfondirai si tu veux poser des questions là-dessus. Mais en tout cas, je suis thérapeute holistique et je permets aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, à leurs rêves d'enfant, à qui ils sont à l'intérieur. J'enlève les couches, en fait, toutes les croyances limitantes, tout ce qui ne leur appartient pas. Et ils se reconnectent vraiment à leur âme et surtout ce que j'appelle moi la fréquence cœur, à leur intuition, pour vivre la vie qu'ils méritent, en fait, tout simplement, débarrasser de tout ce qu'on peut projeter sur nous, tout ce qui vient de la société, tout ce qui vient du bagage karmique, de nos vies antérieures ou du transgénérationnel de notre famille. Donc voilà, et je suis aussi maître flotteuse à Meizo, et c'est là où on s'est rencontrés. Donc ça, c'est mon travail purement en matière. Alors, il faut dire que moi, depuis que j'ai fait ça une fois, j'ai pris un abonnement pour y aller 1 fois par mois, parce que c'est le cas de beaucoup de monde. ça fait tellement de bien, c'est tellement, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est Ça débranche au vraiment moins le aussi, mental. pour moi, c'est l'équivalent de, tu vois, avant, j'aurais peut-être dit, j'investirais 1 fois par mois dans des massages, mais je préfère investir finalement dans du Meizo en comparaison. C'est autre chose, mais bon. Et c'est vrai que ça apporte un bien-être, en fait, sans qu'on ait rien à faire. Alors ça, déjà, c'est génial, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire et on ressort hyper détendu. Et surtout, même au niveau des ondes cérébrales, en fait, on atteint un niveau de conscience. Une ouverture de conscience et surtout un état de relaxation qui permet vraiment de se régénérer sur tous les plans. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai découvert Meizo il y a 2 ans, j'étais cliente avant d'y travailler. Et ça a été une révélation. Et depuis, le maximum de personnes de mon entourage que je peux faire flotter, je le fais. Ouais.
Mais alors du coup là t'as donné tes spécialités actuelles. Tout ce qui est énergétique, on aura le temps d'y revenir parce que même pour certaines personnes, quand ils entendent le mot énergétique, ils disent mais c'est du bullshit. Alors, Oui. Mais là, oui, on aura le temps de revenir sur ça. Bien sûr. Parce qu'il est, je peux le dire, véritablement scientifiquement prouvé. J'ai fait des recherches, donc il faudra que je les sorte à un moment donné. Mais je voulais le prouver sur le plan scientifique, c'est qu'il y a vraiment des énergies subtiles qui passent entre nos organes, dans notre corps. Bien sûr. Et qui sont chargées aussi de ce qu'on vit dans notre vie. Qui ont des liens entre les organes, les maladies, les émotions qu'on vit, etc. Et donc, il y a aussi de là qu'on peut expliquer le mécanisme des polarités féminines et masculines. Je suis encore en train de creuser le sujet pour arriver à l'expliquer d'un point de vue, je dirais pas scientifique, mais un peu plus concret. Oui, c'est important, je pense, de relier les deux, de faire un pont. Pour que les personnes se disent pas, mais c'est juste quelque chose de bullshit. Complètement... Ouais. Voilà, c'est quelque chose d'imperceptible, d'invisible, donc forcément, ça je le vois pas, je le vois pas, j'y crois pas, c'est ça. Exactement. Donc, mais il y a quelques années encore, tu œuvrais dans le monde des médias et du journalisme. Exact, j'étais journaliste, mais ça me paraît être une éternité, cette vie-là. C'était il y a combien de temps ? J'ai arrêté d'être journaliste. En vrai, il y a pas si longtemps, c'était en 2021. Ok. Ah oui. Mais... Ah bah oui. C'était il y a pas si longtemps, mais pour moi, il s'est passé tellement de choses entre-temps. Quand je vois ce qu'il a pu se passer pour moi en un an, je me dis que je comprends. Le temps, vraiment, ça s'est tiré. Ouais. Non, pour moi, c'est une autre vie, c'est une autre personne aussi que j'étais. Mais oui, j'ai été journaliste. J'ai travaillé surtout sur des sites internet dédiés à la culture, à l'entertainment. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes de putaclic. Bon, faut dire le terme. Hein. On était là pour produire un maximum de contenu, pour que les gens cliquent dessus, pour que ça fasse un maximum de vues, pour qu'ensuite il y ait des interactions, voilà, soient payées bien cher. Ça, c'est intéressant de le dire, c'est que aujourd'hui, dans l'univers des médias en ligne, il y a donc des groupes médias, parce que du coup, j'en parle parce qu'on connaît un peu on connaît le milieu, mais tout le monde ne connaît pas. Donc, il y a des groupes médias. Donc, quand vous voyez un article en ligne sur Elle ou sur Marie-Claire ou autre, ce sont en réalité des articles qui sont du coup diffusés par une équipe de rédaction qui peut être en poste chez eux ou en pige, c'est-à-dire que ce sont des gens à leur compte qui rédigent des contenus qui leur sont demandés par les médias et qu'ils produisent le plus vite possible avec un tarif souvent au mot ou au feuillet qui est absolument dérisoire, il faut le dire. Oui. Et je pense qu'il y a un gros amalgame qui est fait malheureusement chez les jeunes dans les écoles de journalisme en mode vous allez traiter des sujets de fond, des reportages, des documentaires, ce qui est le cas, ce qui est le cas, mais ce qui est très rare, ce qui demande une patience et des contacts et du travail pour au final, il faut le dire encore une fois, une rémunération qui est limitée. Oui, c'est gentil de dire limitée, ou alors voilà, les journalistes qui ont pignon sur rue vont être effectivement très très bien payés pour les contenus qu'ils produisent, ou parce qu'ils vont être invités, ou etc. Mais c'est encore un autre délire. Mais en tout cas, le média mainstream classique, que ça soit du média féminin ou du média voilà plus généraliste, ce sont derrière, ce sont des personnes qui ont fait des études de journalisme avec beaucoup d'espoir, je pense, et qui se rendent compte que déjà ils n'ont pas forcément la main sur les sujets qu'ils rédigent, sur le prix payé qui est très limité et qui en même temps à un moment donné ils n'ont pas le choix pour survivre de produire un maximum. Et quand il s'agit de médias en ligne, il y a aussi toute une politique de republication des contenus sur différents supports de communication, Facebook, parfois Instagram, peut-être LinkedIn, ça dépend des médias, des newsletters. Et donc l'idée c'est de faire un maximum d'interactions, de clics, de partages pour augmenter la visibilité et la notoriété du média qui lui se rémunère notamment par les publicités qui sont très bien expliqué. Voilà. Merci. Et c'est là où en fait on n'est plus journaliste, on est rédacteur. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait des études de journaliste, effectivement avec des étoiles dans les yeux, même si j'avais quand même certains profs dans mon école qui me disaient « attention, le métier, il est pas si tout beau, tout rose ». Mais je me voyais effectivement réveiller les consciences, traiter des sujets de fond, apporter une vraie information. Et sortie de mon école de journalisme, les seuls médias qui acceptent
des stagiaires ou en tout cas quand t'es en bas de l'échelle, c'est finalement des postes de rédacteur web où tu vas produire un maximum de contenus qui sont là juste pour pouvoir promouvoir la publicité qu'on va balancer dessus et qui sont pas des sujets de fond. Genre le type de sujet... Genre la couleur du string de Clara Morgan. On se le dit, c'est ce genre de choses, moi, qu'on m'a demandé d'écrire parce que t'écris string Clara Morgan dans le titre et tu balances ça sur Facebook. À l'époque, ça cartonnait et les gens cliquent. Parce qu'en fait, on va accéder... Enfin, on appuie sur des leviers qui font que les gens ont envie de cliquer et ça fait ressortir le pire chez les gens. Le truc, c'est que c'est intéressant parce que ça révèle aussi la mentalité de la société qui regarde. Alors oui, ça c'est vrai que c'est un paradoxe que j'ai beaucoup observé quand j'étais rédactrice, c'est-à-dire que parfois on se plaignait, on disait mais on en a marre d'écrire sur des sujets bullshit où littéralement tout le monde s'en fout et on a l'impression juste de venir pourrir le cerveau des gens avec des informations... c'est de l'infotainment, quoi. On n'est pas là pour les réveiller, on n'est pas là pour les instruire, et on nous disait, ok, fais ton truc, fais ton sujet de fond, propose quelque chose qui est vraiment pertinent. On le faisait, et ça n'avait aucune vue, aucun clic. Et c'est là où c'est aussi pervers, c'est-à-dire que t'as la pression de tes supérieurs qui veulent des articles qui fonctionnent, qui soient visibles, qui ont une vraie interaction, et en même temps, quand t'essayes de les amener vers un sujet de fond, tu te rends compte que le sujet de fond n'intéresse personne. Parce qu'en face, le public, quelque part, il va cliquer sur des choses qui vont le faire émotionnellement réagir. C'est pour ça que je parlais de certains leviers où on va quelque part appuyer sur les boutons de ce qu'il y a de pire en nous, sur des sujets chocs, des titres chocs, avec des images dégueulasses, avec des grosses feuilles. Alors ça, c'était à l'époque où moi j'y travaillais. Je pense que ça n'existe plus, ça a changé, il me semble. C'est positif. Ou alors c'est beaucoup plus sournois. Pour moi, ça existe toujours, mais c'est juste que c'est beaucoup plus sournois. Parce que même à l'époque où j'étais rédactrice, quand Facebook a commencé à justement mettre des règles pour éviter ce genre de contenu, on avait toujours des moyens et on faisait des réunions pour détourner ce genre de moyens, pour continuer à faire ce genre d'articles, mais que ça soit entre guillemets moins visible et du coup pas censuré par l'algorithme de Facebook. À l'époque, t'étais payée combien ? J'étais payée le SMIC. Le SMIC, après avoir fait combien d'années d'études ? 5 ans. De journalisme. De journalisme. Donc d'expertise sur de la rédaction. Exactement, en plurimédia en plus. Donc j'étais capable d'aller sur le SMIC. Le SMIC. Ah, mais en termes d'offres et demandes, il y a ça. C'est parce que en plus, j'avais pas les contacts non plus. On va pas se mentir, dans le milieu du journalisme, il y a aussi cette notion de réseautage à faire. C'est le réseautage. Si t'as les bons contacts, effectivement, si tu connais quelqu'un qui peut t'introduire dans le milieu, te faire gravir les échelons beaucoup plus rapidement, tant mieux. Et d'ailleurs, tant mieux pour les personnes à qui ça marche, hein, vraiment. Mais moi, c'était pas le cas. Alors moi, à titre d'information, je lis ça comme ça, je suis encore journaliste. Je suis encore journaliste. Je suis encore là. J'ai d'ailleurs, j'ai amorcé certaines collaborations avec plusieurs médias en lesquels j'ai confiance, et j'ai surtout d'abord confiance aux personnes avec qui je travaille et qui me font confiance aussi parce que c'est moi qui propose mes sujets, c'est moi qui choisis les produits dont je parle dedans, ce n'est pas de la publicité. Et ça a une grande valeur à mes yeux parce que ça me permet de développer des sujets ou d'apprendre des choses sur des domaines d'expertise un peu plus précis en ayant la liberté de ce que j'écris et de comment je l'écris. Et donc, je suis tombée vraiment sur des personnes hyper inspirantes et qui me font confiance. Et donc, tu tisses des relations intéressantes et tu produis des contenus où tu sais que derrière, il y a un intérêt pour le lecteur. Tu sais que t'apportes quelque chose. Tu parles pas du string de Clara Morgan. Il y a du sens dans ce que tu transmets, et ça, c'est tout ce que moi, j'ai, en tout cas, dans mon parcours. Après, maintenant, avec mon regard, je sais que c'était juste. J'ai pas eu cette chance-là, et j'ai fait plusieurs rédactions. Différentes. Notamment des grosses rédactions, je citerai pas les noms, mais des rédactions très connues. Très connues, ouais. Très connues. Où c'était à chaque fois le même cheminement et ça a mené à quoi ? Parce que du coup, tu t'es rendu compte que tu pouvais pas continuer comme ça. Alors ça a mené à un énorme burn-out parce que je suis quelqu'un qui avait besoin de sens et de comprendre ce que je faisais, et en fait j'avais juste l'impression, en fait je travaillais en plus énormément, puisque c'est des boîtes, en tout cas dans celle dans laquelle je travaillais à l'époque, où j'arrivais à 8h30 le matin, et je repartais à 20h le soir. Et j'avais toujours plus de pression pour faire toujours plus de chiffres, pour faire toujours plus de vues. Et ça, plus le fait d'avoir l'impression de bosser autant en n'étant pas beaucoup payé, pour finalement, sincèrement, se dire « mais je suis en train de polluer le cerveau des gens avec de la merde », ça m'a conduit à un gros burn-out, à une énorme perte de repères, parce que j'avais fait 5 ans d'études pour en arriver là.
Et alors, voilà, moi, ça m'a tellement poussé loin que j'en suis dégoûtée des médias. Je ne regarde plus la télé, j'ai vendu ma télé, je ne veux plus regarder les informations. Je sais qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et fort heureusement, il y a aujourd'hui des vrais journalistes avec des médias qui sont créés par des jeunes équipes et par des personnes qui ont vraiment à cœur de rendre à ce métier cette lettre de noblesse et de vraiment aider les gens à s'instruire mais c'est vraiment pas le cas des gros... Enfin, moi, tout ce qui est gros mainstream, les gros médias... C'est ça. Voilà. Bah après, j'ai vu, je connais quelques rédactions indépendantes. Il y a notamment Blast. Oui. Il y a quelques petites rédactions comme ça, indépendantes, qui sont rémunérées sur des formats d'abonnement. Tout à fait. Donc effectivement, tu payes de ta poche, c'est pas gratuit, mais au moins, tu sais que derrière, il n'y a pas de publicité. C'est ça. Il y a une intégrité des contenus, il y a une vraie recherche journalistique, et je trouve que ça vaut le coup d'investir parfois quelques euros par mois. Pour soutenir ce genre de... Oui, carrément, que ça soit Blast. Après, moi, j'ai pris l'abonnement, je crois, sur Philo Magazine aussi. Okay. C'est un des rares sites où je trouve que les contenus sont... il y a des interviews avec des philosophes, etc. Et ils utilisent aussi l'actualité pour rebondir dessus, mais y apporter un autre regard. Et je trouve que c'est tellement plus qualitatif, quoi, parce que... Là, t'apprends des choses. C'est qu'en fait, ils préfèrent le qualitatif au quantitatif. C'est ça. Là où la plupart des gros médias sont plutôt dans le quantitatif. C'est ça. Et moi, j'ai bon espoir, effectivement, que ça change. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et d'ailleurs, là, on parle surtout d'une expérience que j'ai eue, mine de rien, il y a 7-8 ans. Ouais. Donc, c'était il y a longtemps et les règles du jeu ont changé, j'imagine. Mais même quand j'ai quitté mon poste de rédactrice où j'étais freelance en 2021, donc dans un très gros média, je l'ai quitté parce que... Alors à l'époque, j'avais trouvé une forme de stabilité, c'est-à-dire que j'écrivais pour une rubrique série cinéma. Donc là, t'étais pigiste. Là, j'étais pigiste auto-entrepreneur. Ok, ah oui, donc c'était pas... Ah oui, parce que là, je dis petite distinction, quand on est journaliste, rédacteur, machin, soit on est payé par pige, donc en fait, on a un vrai bulletin. C'est ça, c'est des CDD d'une journée. C'est ça. En fait, en gros, il y a aucune dans le contrat, il y a aucune promesse que la pige sera renouvelée une semaine après ou le mois prochain. Oui. C'est comme une commande en fait. On vous commande un article, je sais pas, 10 articles, 2 articles pour un tel montant, au feuillet, au mot, etc. Et vous le produisez dans le délai imparti et vous recevez une vraie fiche de paye de cette pige qui vous permet d'avoir en même temps une cotisation pour la retraite, chose qu'il n'y a pas quand on est à son compte en auto-entrepreneur et qu'on fait une facture au client, quel qu'il soit, que ce soit un client ou que ce soit un média ou autre. Donc ça dépend des rédactions. Il y a des rédactions qui préfèrent effectivement qu'on leur fasse des factures d'auto-entreprise parce qu'eux, ils ont moins de charges. Mais dans les deux cas, c'est pas très bien payé, en général. Je mets bien en général parce que... Je suis pas sûre que ça soit très très légal. Bon, après, ils contournent un peu le fait d'avoir que des pigistes auto-entrepreneurs. On peut même pas dire le mot pigiste, en vrai. Ah non. Mais il y a beaucoup de médias qui utilisent ça pour payer moins de charges. Voilà. Après, dans ces cas-là, s'ils utilisent ça, il faut réussir soit en tant que journaliste à dire « Ouais, mais là, c'est une facture, donc en fait, je te fais payer plus cher parce que moi, derrière, j'ai 22% qui sautent. » Mais généralement, t'es pas en position pour pouvoir négocier. C'est-à-dire que, en fait, oui, souvent, c'est ça le problème. Il y a tellement, en fait, peu de place et on se bat tellement dans ce milieu pour se faire son trou que t'es pas en position de force pour dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je l'ai vu justement dans ce dernier job que j'ai eu. C'est-à-dire que la boîte a été rachetée par un grand groupe qui avait déjà démantelé un média très connu environ tous les journalistes qui étaient là depuis 20 ans, pour y mettre justement des rédacteurs qui acceptaient d'être moins bien payés et qui étaient d'accord pour faire des articles beaucoup plus... bas de gamme. Bas de gamme, voilà. Et donc cette boîte a racheté le média dans lequel je travaillais et a commencé à imposer des conditions qui ne me convenaient pas du tout. Donc travailler plus, être payé moins, travailler le week-end, enfin des choses sur lesquelles moi j'avais réussi à échapper en étant positionnée dans ce média depuis 2 ans. Moi j'avais retrouvé mon équilibre, je me disais c'est cool, c'est bon, je suis payée, ça va, c'est pas des mirobolants mais ça va, je pouvais choisir mes articles. J'avais une relation plutôt chouette avec la rédaction sur place, donc je me suis dit j'ai trouvé une petite planque qui est pas mal. Et donc ils sont arrivés pour racheter parce que le média dans lequel je travaillais était pas à flot, il me semble, financièrement. Et donc ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière en nous disant maintenant tous les pigistes auto-entrepreneurs vous acceptez nos conditions ou vous dégagez littéralement. Parce que de toute façon vous êtes des numéros et si vous dégagez on en prendra d'autres. En fait ils nous ont fait comprendre qu'on était corvéables à merci.
et qu'ils pouvaient, en claquant des doigts, avoir d'autres jeunes qui sortent d'école de journalisme, qui sont prêts à tout pour payer leurs factures, pour commencer dans ce milieu, et qui prendront notre place sans problème. Et donc moi, à partir de ce moment-là, ça a été la goutte de trop, après tout ce que j'avais vécu, parce que j'avais déjà mon burn-out derrière moi, où je m'étais quand même dit, allez, reste dans le milieu, reviens, on verra bien. Là, ça a été la goutte de trop, et du coup, je me suis tirée. J'aurais envoyé un mail en me disant non mais moi j'accepte pas vos conditions. Mais t'étais encore en burn-out là ou ça allait mieux? Bah en fait, si tu veux, mon burn-out, j'ai été arrêtée 1 semaine par mon médecin et je voulais tellement négocier mon départ que je suis revenue dans la boîte. J'y suis restée 3 mois, j'ai négocié mon départ et en fait j'étais tellement persuadée à ce moment-là de ma vie que c'était moi le problème. Que c'était moi qui n'arrivais pas à travailler suffisamment bien, qui n'arrivais pas à assumer la quantité de production qu'on me demandait. Je me suis tellement moi remise en question que j'ai pas vraiment pris le temps de guérir et je suis retournée directement dans le milieu en acceptant une autre offre avec un autre média et j'ai mis du temps en fait à guérir et à accepter ce qui s'était passé et à partir du principe que j'étais victime d'un système qui était juste là pour broyer les gens littéralement. On prend les gens, on les presse comme des citrons et quand ils ont plus rien à donner, ils ont plus de jus, bah on les dégage, de toute façon c'est pas grave, il y en a d'autres derrière. Et ça, j'ai mis du temps à le conscientiser et je pense que je l'ai vraiment conscientisé là quand il m'a dit mais en fait dégage quoi, on s'en fout, il y aura d'autres personnes qui seront là. Et là j'ai fait ok, en fait je ne veux plus participer à ce système là donc tant pis, je vais faire autre chose. Et j'avais déjà mon ouverture spirituelle qui s'était faite depuis mon burn-out, mais je tâtonnais encore un peu et là ça a été l'explosion, c'est-à-dire que j'ai tellement ressenti une forme d'injustice que du coup j'ai ouvert toutes les vannes et j'ai cherché entre guillemets à me guérir à travers autre chose que ce que je faisais de base qui était la psychanalyse. Parce que pour moi la psychanalyse, j'étais arrivée à un stade où ok, parler c'est génial, il faut parler, il faut mettre des mots sur ce qui va pas, mais je ressentais qu'il y avait une barrière et je voulais aller plus loin. Pour moi c'était juste faire parler mon mental, j'avais besoin d'aller plus loin. Et de faire parler ton corps. Et faire parler mon corps. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que vraiment, déjà, n'importe quelle personne, même bien portante, surtout quand elle est bien portante, devrait aller voir un psy. Déjà. Oui, tout à fait. Surtout quand on va bien, c'est le moment où il faut justement y aller. Voilà, oui. Je dis ça. Mais, pour avoir, moi, été sur les fauteuils des psys depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait psychothérapie psychanalytique, psychothérapie de type TCC, j'ai fait la thérapie des schémas. Je dis pas que j'ai tout cumulé les uns après les autres, ça a été par étapes, ça a été différentes rencontres avec différents thérapeutes. Pour autant, le moment où ça a shifté et où c'est passé du mental à l'intégrer dans le corps, c'est quand je suis passée sur des outils psychocorporels et psycho-émotionnels, où effectivement il y a eu une ouverture à une certaine forme de spiritualité. Après, ça dépend ce qu'on met sous le mot spiritualité. C'est un mot valise, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Ça veut pas dire que je fais des méditations en priant l'univers suprême ou je sais que je fais la loi de l'attraction. Tu rentres en transe comme ça. Je fais des rituels vaudous en mettant des épines chez les gens qui non, pas du tout. Mais c'est juste que de passer dans des outils où tu utilises le corps comme un médium pour faire réveiller des émotions, les travailler, les ressentir, parce que parfois elles sont tellement coincées que tu ne les sens pas, et t'as beau mentaliser, ah oui, il m'est arrivé ça, ça me rend triste. Mais tant que tu n'as pas ressenti, soulever la poussière dans le corps pour la nettoyer, tu avances, mais tu intègres pas forcément certaines choses. C'est ça. Et il manque une partie pour la libération. Et je pense que moi, j'ai fait mon ouverture spirituelle sur certains plans il y a très longtemps, avec la méditation et le yoga, qui sont pour moi une forme aussi d'ouverture. Mais c'est depuis 1 an où j'ai intégré du travail de psychotrauma et du travail sur le tantra, la connexion à l'amour en tant que état d'être et pas comme état d'attente de l'extérieur, qu'il y a vraiment eu des shifts qui se sont faits et qui se sont matérialisés dans le quotidien du concret, c'est-à-dire de l'échange que tu as avec ta boulangère jusqu'à l'échange que tu as avec ton boss. Exactement. Donc, je comprends. Et donc, tu as fait cet éveil-là. Et j'ai eu cet éveil-là parce que, voilà, comme tu l'as très bien dit, je mentalisais, je verbalisais, mais je sentais que ça ne me libérait pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tourner un peu en rond sur certaines choses. Et c'est vrai que on parle beaucoup en astrologie, moi j'ai fait quelque chose qui est spécialisé sur la mémoire cellulaire. Ok. Et donc de partir du principe que effectivement tout est cristallisé dans le corps.
Tout ce que tu vis. Tout ce que tu vis et aussi le bagage que tu peux avoir d'un point de vue transgénérationnel ou karmique se cristallise en fait dans ton corps, dans tes mémoires cellulaires. Et accéder à ton corps, le laisser parler, c'est permettre cette libération et se sentir vraiment soulagé. Parce que pour moi, en fait, il faut partir du principe, et c'est là où je dis que je suis thérapeute holistique, c'est que il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps à prendre en compte, il y a l'énergétique. Ça, tout travaille ensemble. Et si tu travailles que sur un seul point, bah, il te manque quand même, je trouve, les autres parties qui te permettent, dans sa globalité, de vraiment te guérir. Ouais, je comprends. Et quand tu parles d'un point de vue karmique, ça veut dire quoi? Ah, alors moi, c'est tout ce qui est lié aux vies antérieures. Parce que, alors ça c'est... Donc là, tu pars du principe... Oui. Là, tu pars de l'idée que la vie qu'on a aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais en fait, notre âme ne se souvient pas, mais elle a eu des vies antérieures et elle aura des vies demain. Exactement. Ok. Et comment alors ça, tu peux pas l'expliquer, mais comment toi, dans l'approche que tu as, tu en fais... Parce que bon, on pourrait très bien dire, bon bah ok, si ça se trouve dans une autre vie j'étais ça, et alors what the fuck, enfin genre on s'en fout, qu'est-ce que ça change pour aujourd'hui? Bien sûr. Alors du coup, toi, selon toi, qu'est-ce qui, si jamais on part si jamais on part de l'idée selon laquelle notre âme aurait vécu à une autre période antérieure dans l'univers, dans la vie, machin, et qu'on aurait eu une autre vie, en quoi ce qu'on a vécu dans le siècle d'avant ou quoi a des répercussions sur cette incarnation présente. Et qu'est-ce que du coup on peut faire? Alors, plein de choses. En quoi on a des répercussions? Alors moi c'est quelque chose, à la base j'y croyais pas, faut se le dire, c'est-à-dire que quand on me parlait des vies antérieures il y a quelques années, ça me faisait même monter de l'angoisse, parce que dans ma tête je me disais, alors attends, j'ai déjà suffisamment à faire avec ma vie maintenant et avec mes blocages, si t'es en train de me dire qu'il y a des blocages dans des vies antérieures, j'ai pas fini, tu vois. C'est pas sorti d'auberge. Donc moi ça me faisait monter de l'angoisse, je me disais mais attends, mais ça va jamais se terminer ce truc, et j'ai mis un petit peu de temps, et après l'univers, la vie a fait que ça m'a amené sur certains chemins, certaines rencontres et sur certaines expérimentations où je me suis dit ah oui, là il y a quelque chose. Tout bonnement, pour donner un exemple, ça peut être une vie antérieure où on a vécu une vie maritale par exemple catastrophique, et notre âme en a gardé des traumas. Et elle n'a pas pu libérer ces traumas quand elle est sortie de cette incarnation. Donc, c'est comme si elle l'emmenait avec elle, ce blocage. Parce que les choses n'ont pas été résolues dans cette vie-là. Parce que les choses n'ont pas été résolues. Donc, exemple concret, une femme, je sais pas, dans les années 1800, est mariée de force avec un autre homme, je sais pas, à 17 ans. Voilà. Elle a 5 enfants en l'espace de 10 ans, parce que voilà. Et tout ce temps-là, elle n'a pas la parole, elle n'a pas le droit de s'exprimer parce que c'est la société, parce que c'est la culture, pour X raisons. Parce que société patriarcale, parce qu'il faut être une bonne femme. Et puis, elle meurt jeune du choléra. Hein, on va peut-être enchaîner la totale. Elle fait la vie bien pourrie, quoi. Ouais, jusqu'au bout. Et elle revient en 2023 et elle a pas réglé ce truc-là de s'exprimer, de prendre sa place et de dire non. Eh ben, ça peut générer des blocages au niveau du chakra de la gorge et l'empêcher de prendre sa place et de verbaliser ses désirs, ses besoins, ses envies. Et donc, soit elle reproduit des schémas qu'elle n'a pas réglés de cette vie antérieure-là, soit elle a des peurs et des blocages qui ne s'expliquent pas par ce qu'il s'est passé dans cette incarnation présente. C'est-à-dire qu'elle a pu vivre une enfance tout à fait normale. Enfin, en tout cas, il y a rien dans la matière et dans cette incarnation présente qui viendrait expliquer pourquoi elle aurait aussi peur de quelque chose en particulier en lien avec la vie maritale, par exemple. Et c'est là où on va se poser la question de se dire, est-ce que c'est finalement pas un bagage karmique qui vient d'une vie antérieure que l'âme porte comme un trauma et qui fait qu'elle ne veut pas aller dans cette direction. C'est là que tu vois que tu peux pas prendre la personne quand elle a un problème concret sur une problématique actuelle. Je sais pas, quelqu'un qui foire toujours ses relations parce que il se met à avoir peur. Bon, admettons, il a peur de s'engager émotionnellement. On peut se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Ah bah oui, effectivement, tes parents t'ont pas laissé t'exprimer tes émotions. Donc là, tu peux aller creuser un premier terrain. Ou il a eu des expériences passées où à chaque fois, les personnes en face l'ont dénigré ou ont sous-estimé ses émotions, etc. Et qui, du coup, ça accélère le truc. Mais tu peux te dire, ouais, mais en fait, si ça se trouve, il y a des choses qui en fait ont été transmises par mes générations d'avant, c'est-à-dire que toute la lignée d'hommes ou de femmes derrière ont fait la même chose et ça m'a été transmis dans mon ADN, et ça il y a des preuves qu'il y a des choses qui sont transmises au niveau ADN, c'est prouvé. Oui. Mais on peut se dire aussi, il y a peut-être quelque chose d'une vie que j'ai même pas souvenir
Oui. Et là, tu te dis, putain. Et on le n'est pas problème, sorti de l'auberge. c'est ça. Et le problème, c'est que tu te dis, ok, ouais, mais en fait, c'est trop compliqué, j'y vais pas parce que franchement, ça me prend le chou et je vais faire du mieux que je peux. C'est Ou, ok. bien c'est sûr, ok. C'est ok. Ou tu peux te dire, ouais, mais en fait, si je débloque quelques petites choses avec des personnes qui ont des compétences pour m'aider à mettre le doigt dessus, je vais peut-être gagner un temps de malade devant, je vais gagner en confort de vie, en confort de relation, en tout, et je vais aller plus loin, et je vais être mon 2.0, comme on disait dans la table ronde, je vais reprendre cette expression à chaque fois. La version de moi. La version de moi 2.0, pas pour dire je suis mieux, c'est juste que il y a pas de je suis au de fond bon... je suis au max de mon potentiel voilà, et mes capacités ou en tout cas, dans cette j'essaye d'aller au incarnation. maximum Bien sûr. de tout ce que je fais, je vais pouvoir vraiment en tirer des choses positives. Tout à fait. Alors, en fait, il y a différents niveaux de lecture, et en tout cas, moi, dans ma conception des choses, c'est que effectivement, il y a des choses qui peuvent s'expliquer par des choses qu'on a vécues dans notre enfance, notre lien avec nos parents, avec aussi des expériences qu'on a vécues avec les camarades de classe, enfin vraiment. Ouais, il y a plein de choses. Mais puisque vraiment, je crois à l'âme, pour moi, l'âme choisit une incarnation, choisit une famille dans laquelle elle va vivre, une famille terrestre, qui viennent résonner avec des vies antérieures qui ont besoin d'être libérées. Et là, t'as le libre arbitre de je travaille sur ça ou je dis allez vous faire foutre voilà, et j'y reviendrai la fois d'après. Tout à fait. Et bien voilà, c'était la fin de la première partie de l'épisode avec Morgane. J'ai volontairement coupé à ce moment-là parce que la suite est particulièrement dense en informations et en explications sur la spiritualité, sujet sur lequel je commence à glisser doucement, petit à petit, à saupoudrer des petites informations, parce que c'est aussi au fur et à mesure de mes propres découvertes que j'ai à cœur de partager un petit peu ce que j'ai pu comprendre et intégrer dans ma vie, et c'est des personnes comme Morgane qui permettent d'expliquer des choses de manière claire et de manière non absolue, afin que chacun puisse prendre ce qui lui parlera et ce qui lui semblera juste à un moment donné. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une génération qui se pose de plus en plus de questions autour de ça. Je trouve ça bien. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est effectivement en 2024, qu'on a les pieds sur terre, qu'on est des êtres de matière. Et c'est plutôt la perspective de comment voir au-delà de ce qui est prouvé scientifiquement. Parce qu'il y a des synchronicités, parce qu'il y a des éléments qui ne trompent pas, parce qu'il y a des choses que moi j'ai pu vivre et qui me font dire qu'il y a des choses qui échappent à notre niveau de conscience. Après, c'est à prendre ou à laisser. Le tout, c'est de savoir ce qui nous parle et comment on peut appliquer un peu de spiritualité dans sa vie au quotidien. Donc, bien, rendez-vous dans la suite de l'épisode et je vous souhaite une très très belle journée.